C'est un jugement qui pourrait rester dans l'histoire. Une trentaine de pays ont approuvé cette semaine la création d'un tribunal spécial pour l'Ukraine. L'objectif, juger les crimes d'agression commis par la Russie depuis le début de la guerre. Mais alors, en quoi consisterait réellement ce tribunal et Vladimir Poutine pourrait-il vraiment être condamné? Salut, c'est Blanche, j'espère que vous allez bien. C'est le sujet à la une de ce format d'actu du jour, disponible sur YouTube et en podcast audio. Le moment où la Russie devra rendre des comptes pour son agression approche, c'est ce qu'a affirmé le secrétaire général du Conseil de l'Europe. Très concrètement, ce vendredi, 36 pays, principalement européens et France compris, mais aussi le Costa Rica ainsi que l'Australie, les seuls signataires non européens, ont indiqué vouloir rejoindre le futur tribunal spécial pour l'Ukraine. À l'échelle de l'Union européenne, seuls 4 de ses États membres n'ont pour l'heure pas apposé leur signature à la résolution. Il s'agit de la Bulgarie, de la Hongrie, de Malte et de la Slovaquie. Et la liste reste actuellement ouverte à tous les pays qui souhaitent s'inscrire. Mais alors, de quoi s'agit-il concrètement? Déjà, on peut noter que la demande d'un tel tribunal avait été lancée l'an dernier par le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Ce futur tribunal devrait être chargé d'enquêter, de poursuivre et de juger les principaux responsables du crime d'agression contre l'Ukraine. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce tribunal spécial a pour objectif de compléter en quelque sorte le rôle de la CPI, la Cour pénale internationale, qui juge les personnes accusées des crimes les plus graves. Dans le cas de l'Ukraine, la CPI s'occupe déjà des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité qui auraient été commis sur le terrain, mais concernant le crime d'agression en lui-même, donc la décision russe de lancer la guerre, les compétences de la CPI sont limitées pour plusieurs raisons, notamment car cette cour n'est simplement pas reconnue par la Russie, mais on va y revenir. En tout cas, de telles poursuites pourraient donc théoriquement, à l'issue d'un procès, conduire à la condamnation du président russe Vladimir Poutine lui-même, mais aussi de certains membres de son gouvernement ou encore de hauts responsables militaires. Des hauts commandements de Biélorussie et de la Corée du Nord, 2 pays ayant directement apporté leur aide à la Russie dans la guerre, pourraient également être poursuivis. Selon Euronews, ce tribunal aura donc le pouvoir d'imposer de lourdes peines aux personnes reconnues coupables, allant de la prison à vie à d'importantes amendes. Aujourd'hui, la résolution qui a été adoptée engage donc notamment les pays à ne pas interférer avec les procédures judiciaires et à mettre en place la création d'un comité spécial chargé d'approuver le budget annuel, d'adopter le règlement intérieur et d'élire les juges et les procureurs du tribunal. En gros, les prémices d'un tel tribunal sont aujourd'hui en train de voir le jour. La Commission européenne, qui est l'une des principales instances de l'UE, a d'ailleurs précisé qu'elle contribuerait à hauteur de 10 millions d'euros à la création de ce tribunal. Autre point, les ministres des Affaires étrangères des pays qui ont accepté la création d'un tribunal spécial ont aussi soutenu la création d'une commission internationale des réclamations pour l'Ukraine. L'objectif, c'est d'examiner en parallèle du tribunal les demandes de réparation et d'indemnisation liées à la guerre. Maintenant, dans les faits, il faut tout de même prendre en compte que la Russie, qui ne reconnaît pas la CPI, a déjà affirmé qu'elle considérerait, je cite, comme nulles et non avenues les décisions de ce futur tribunal. Ça veut dire qu'elle ne reconnaîtra pas non plus ce nouveau tribunal et que dans l'état actuel des choses, peu importe le jugement, la Russie ne compte pas coopérer ni payer d'éventuelles réparations. Dans ce contexte, le tribunal prévoit d'ailleurs déjà la possibilité de juger des accusés par contumace, c'est-à-dire sans qu'ils soient présents au procès. Pour l'heure, on peut donc surtout imaginer des peines, principalement symboliques, mais difficiles, voire même quasi impossibles à réellement appliquer. Qu'il s'agisse de ce tribunal spécialisé ou de la CPI, tout l'enjeu réside en fait dans le fait que ces instances ne possèdent pas réellement de moyens coercitifs. Autrement dit, elles n'ont ni armée ni police et dépendent donc totalement de la bonne volonté des États pour faire exécuter leurs décisions et appliquer leurs condamnations. Par exemple, la CPI a déjà émis un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine depuis 2023. Le président russe est accusé de crimes de guerre pour la déportation illégale d'enfants ukrainiens vers la Russie, mais dans les faits, la CPI n'a aucun moyen de l'arrêter. Tant qu'il reste en Russie ou dans d'autres pays qui refusent de l'arrêter, Poutine ne risque donc rien. Et c'est donc ce qui risque de se passer avec le tribunal spécial. Comme on le disait au début de ce format, ce tribunal n'a pas encore été créé officiellement et aucune date précise n'a été annoncée pour le début de ses travaux qui devraient avoir lieu à La Haye aux Pays-Bas. On suivra ça, je vous laisse avec Léa pour le reste de l'actualité importante du jour. Merci Blanche et bonjour à tous. On commence avec cette actu. Le cessez-le-feu entre le Liban et Israël, qui devait prendre fin ce dimanche, a été prolongé de 45 jours. C'est ce qu'a annoncé la diplomatie américaine ce vendredi à l'issue de 2 jours de discussion entre les deux parties à Washington. Le Liban a salué la prolongation de la trêve, estimant qu'elle ouvre la voie, je cite, à une stabilité durable entre les deux pays. Depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu le 17 avril, Israël et le Hezbollah s'accusent mutuellement de le violer. Israël poursuit ses frappes au Liban, disant viser le Hezbollah, un parti politique islamiste libanais, mais aussi une organisation armée classée comme terroriste par de nombreux pays. L'armée israélienne affirme
affirme avoir éliminé 220 combattants du Hezbollah dans le sud du Liban la semaine dernière et ce samedi encore, elle a annoncé avoir lancé de nouvelles frappes contre le Hezbollah dans le sud du pays. De son côté, le Hezbollah continue de tirer des roquettes contre des positions israéliennes. Depuis le début de la guerre, au moins 2951 personnes ont été tuées dans les frappes israéliennes au Liban, selon les autorités libanaises, dont plus de 400 depuis le début de la trêve, d'après un décompte de l'AFP qui s'appuie sur des chiffres officiels. Côté israélien, 20 soldats, 2 civils se trouvant en Israël et un prestataire de défense travaillant dans le sud du Liban ont été tués depuis le 2 mars, selon Israël. Autre info toujours au Moyen-Orient, le chef de la branche armée du Hamas, Izz al-Din al-Haddad, a été tué vendredi à Gaza par Israël, a annoncé l'armée israélienne ce samedi. L'information a été confirmée par le mouvement islamiste palestinien. Izz al-Din al-Haddad était l'un des principaux architectes du massacre du 7 octobre 2023, selon Israël. Il avait succédé à Mohamed Sinwar, tué en mai 2025. Deuxième actu, le président des États-Unis, Donald Trump, est accusé de corruption par des opposants démocrates. En fait, ce jeudi, une agence fédérale indépendante a publié des documents qui détaillent des opérations boursières réalisées au nom de Donald Trump pour un montant total dépassant 200 millions de dollars. Parmi les groupes concernés, on retrouve Amazon, Apple, Microsoft ou encore Boeing, ce qui soulève des questions sur d'éventuels conflits d'intérêts autour du président. Suite à ces révélations, la sénatrice démocrate Elizabeth Warren, donc du camp opposé à Donald Trump, a déclaré sur X, je cite, que la corruption du président est une catastrophe pour la sécurité nationale. Elle a notamment évoqué des achats d'actions du fabricant de semi-conducteurs Nvidia, dont l'administration Trump a autorisé la vente de composants à la Chine, ce qui a temporairement fait grimper le cours de l'action. De son côté, le fils du président Eric Trump, qui gère les affaires familiales, a rejeté les accusations de corruption. À noter que selon le magazine Forbes, la fortune personnelle de Donald Trump atteignait 6,5 milliards de dollars en mars 2026, soit une hausse de 1,4 milliard en un an. Troisième actu, un juge français va enquêter après une plainte contre le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman concernant la mort du journaliste Jamal Khashoggi, assassiné en 2018 au consulat saoudien à Istanbul, en Turquie. Cette enquête fait suite à une plainte déposée en juillet 2022 par 2 associations, Trial International et Democracy for the Arab World Now, l'organisation qui employait le journaliste. Elles ont saisi la justice à l'occasion d'un passage en France de Mohamed Ben Salman. L'ONG Reporters sans frontières s'était ensuite jointe à la démarche. Et donc ces associations, elles accusent le prince héritier de complicité de torture et de disparition forcée en bande organisée, estimant qu'il aurait ordonné l'assassinat du journaliste qui était critique du pouvoir saoudien. Après plusieurs années de procédure, la cour d'appel a finalement donné son feu vert à l'ouverture de l'enquête. À noter que l'assassinat de Jamal Khashoggi avait provoqué une forte indignation internationale, les services de renseignement américains pointant la responsabilité de Mohamed Ben Salman. Son corps démembré n'a jamais été retrouvé. En 2025, le prince héritier a qualifié cet assassinat d'énorme erreur lors d'une rencontre avec Donald Trump. Quatrième actu, au Sénégal, un Français a été arrêté le 14 février pour, je cite, des actes contre nature, une formulation qui fait référence à son homosexualité, a indiqué une source diplomatique à l'AFP. En mars, le pays a renforcé sa législation en durcissant les sanctions liées aux relations homosexuelles. Celles-ci sont désormais passibles de jusqu'à 10 ans de prison. Le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme avait dénoncé une loi qui, je cite, bafoue les droits humains. Et donc concernant le Français arrêté depuis déjà 2 mois, il s'agit d'un ingénieur d'une trentaine d'années résidant à Dakar, la capitale du pays, selon France Info. Il est poursuivi pour actes contre nature, association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux et tentative de transmission du VIH, le virus responsable du sida. L'ambassade française à Dakar a indiqué suivre attentivement la situation et a précisé avoir pu lui rendre visite 4 fois dans le cadre de la protection consulaire. On vous tiendra au courant. Cinquième actu, l'acteur américain John Travolta a reçu une palme d'or d'honneur surprise au Festival de Cannes ce vendredi. Elle récompense l'ensemble de sa carrière. L'acteur de Pulp Fiction, Grease ou encore La fièvre du samedi soir était à Cannes pour présenter son premier film en tant que réalisateur, Vol de nuit pour Los Angeles, qui sortira sur Apple TV. Il s'agit d'une adaptation de son livre pour enfants paru en 1997. Lors de cette 79e édition du Festival de Cannes, le réalisateur du Seigneur des Anneaux, Peter Jackson, ainsi que l'actrice et chanteuse Barbra Streisand recevront eux aussi une palme d'or d'honneur lors de la soirée de clôture du festival le 23 mai. Et on finit aujourd'hui avec un flashback toujours lié au cinéma. Il y a 97
97 ans, le 16 mai 1929, la première cérémonie des Oscars du cinéma se déroulait à Hollywood, aux États-Unis, devant 270 personnes. À cette époque, le cinéma était en train de vivre une grande révolution avec l'arrivée du son. Mais cette soirée-là, c'est le film muet Les Ailes, un film de William Wellman sur le thème de la Première Guerre mondiale, qui avait remporté l'Oscar du meilleur film. 97 ans plus tard, en mars 2026, c'est Une bataille après l'autre de Paul Thomas Anderson qui a reçu ce prix. Merci Léa pour ces actualités et merci à vous d'avoir suivi ce format aujourd'hui. Je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à plus tard.